C'est parti pour un nouveau numéro de la page rétrospective sur le reflet de Kinshasa, votre choix, votre chaîne qui reçoit pour la première fois une figure connue de l'espace médiatique congolais, pour ne pas parler de l'espace médiatique quinois. Il s'agit de M. Doudou Iboula, à qui nous disons bienvenue, M. Doudou Iboula. Merci, monsieur le journaliste. Vous souhaiterez qu'on vous présente comme acteur politique, analyste, sous quelle casquette? Je suis acteur et analyste politique. Je suis à l'aise sur le casse-tête. Doudou Iboula, c'est une figure connue, comme je l'ai dit. Pourquoi préférez-vous être aujourd'hui présenté comme analyste politique alors que vous avez œuvré à côté ou aux côtés de certaines figures emblématiques de la politique congolaise? Effectivement, j'ai côtoyé les grandes personnalités politiques de ce pays. Pour ne pas les citer, Maître Matadi Wamba, qui fut mon président de parti plutôt, Modeste Batiloukwebo, qui était aussi mon président du regroupement, pour ne citer que les deux. C'est une page tournée. Là, je préfère carrément faire une carrière solo, où après avoir acquis suffisamment d'expérience, je préfère mettre à la disposition du pays ce que j'ai appris chez eux et ailleurs, parce que j'estime que la politique doit être faite autrement désormais. Faire la politique autrement dans un espace submergé par des grosses pointures, pensez-vous que évoluer en solo vous permettra d'émerger? Le combat pour la révolution se fait en solo. Et la révolution commence avec une personne, peut-être en 1 minute, et tout peut partir dans l'étincelle, et puis ça va, voyez-vous. Donc, c'est pas ce qui va nous faire peur, c'est du passé, c'est révolu. Tout le monde sent qu'on a vu ça depuis plusieurs décennies, ça ne change pas. Et maintenant, les gens, sûrement, ils vont nous accompagner dans cette révolution du renouvellement de la classe politique. Je refuse de vous appeler comme, vous présenter comme révolutionnaire, mais je me dis, qu'est-ce qui a motivé ces choix d'un passage collectif à un passage en solo? Je trouve que depuis plusieurs décennies, aujourd'hui, l'enfant République démocratique du Congo, depuis l'acquisition de l'indépendance, 65 ans. Donc c'est un enfant qui est en train de vieillir en âge, mais au plan de vue comportemental, c'est comme si elle tourne en sclérose. On se dit qu'on a vu les mêmes choses depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Pourquoi ne devrions-nous pas tenter autre chose? L'homme politique congolais doit devenir un homme d'État, en vrai, au service de la nation, et pas au service de la poche et du ventre. Donc, pour dire... Moi, je suis de la classe de ces hommes qui pensent que si on accepte d'être en politique, c'est pour être au service du pays, au service de la population, pas au service de sa poche. Indirectement, M. Doudou Iboula dit que la plupart des acteurs politiques congolais n'exercent pas la politique pour l'intérêt national, mais pour leur intérêt personnel. Vous êtes en train de le vivre. Mais c'est quoi l'engagement politique que vous avez pris maintenant sans parti politique? Comment vous marchez? Comment vous évoluez? Je communique beaucoup avec la population dans toutes les situations. Je lance des thématiques, je réfléchis à haute voix. Je dis souvent ce que les gens disent sous le lit, moi je le dis à haute voix. Et vous savez que le problème de notre peuple, c'est surtout un problème de formation. Il faudrait, dès le bas âge, que les jeunes sachent de quelle maladie souffre notre pays. Quelle chance donner aux jeunes comme vous qui tentent de percer dans la même optique? Généralement après déception. Parce que généralement, les gens se détachent. Je suis déçu. Je n'ai pas été déçu par la politique, plutôt déçu par... La politique de certaines figures. Oui, par l'attitude, le comportement qui est lié à leur éducation. Certains acteurs de base, politiques. Oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la cause de ma nouvelle votre position. engagement politique aujourd'hui. Mon engagement dès le départ, c'était de faire changer les choses. Mais je me dis qu'à côté de ces gens-là, on ne changera pas. Donc il faut prendre une ligne où vous constituez vous-même un modèle que les gens peuvent suivre. On va entamer la page rétrospective avec notre première sélection, mais une dernière question. Changer les choses dans un pays, dans un environnement où ce sont ces vieilles loups qui étouffent, qui bouffent même les jeunes prometteurs ou les jeunes qui émergent. Pensez-vous faire les choses différemment? Si.
on n'éteint pas une étoile. Rassurez-vous que on peut cacher le feu par la fumée. Et nous sommes cette fumée-là qui doit être vue pour qu'on sache qu'il y a du feu. Et ce feu-là, ça viendra. Les choses sont en train de bouger. Hier, il était un secret de citer le nom du Rwanda parce que ça faisait peur. Aujourd'hui, tout le monde qui est le Rwanda nous attaque. Mais non, il faudrait que nous disions aux jeunes pourquoi le Rwanda nous attaque. Mais on se dit, le Rwanda est petit. Pourquoi dans sa petitesse, il ose nous attaquer? Et que faut-il faire? Il faudrait que les générations qui viennent après nous connaissent le fond du problème et qu'on n'en parle pas superficiellement. Et pour ça, il faut stimuler à tout prix la classe dirigeante pour que l'on mette dans les programmes scolaires les causes du conflit à l'Est et comment tenter de le résoudre pour que chaque Congolais en fasse son propre problème. Faire du conflit rwandais un problème personnel, c'est le message que fait passer M. Doudou Iboula, un révolutionnaire, mais un révolutionnaire dans la démocratie, si on peut le dire comme ça. Nous prenons cette première sélection et on va suivre nos échanges après. Organiser la conférence ministérielle de la francophonie au Rwanda constituerait une caution tacite de l'agression contre la RDC et une transgression des valeurs portées par la francophonie. C'est en ces termes que la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Maître Bestine Kazadi, a annoncé que la République démocratique du Congo ne participera pas à la 46e session de la conférence ministérielle de la francophonie après la signature du 20 février 2025 de la convention entre l'OIF et le Rwanda désigné comme pays hôte. La RDC refuse de prendre part à ces assises dans la capitale du pays responsable de la tragédie sécuritaire et humanitaire qu'elle subit dans la partie est de son territoire national. Selon le règlement relatif à la procédure d'adhésion ou de modification de statut d'un État ou gouvernemental auprès de l'OIF, tout État ou gouvernement qui adhère à l'OIF s'engage à respecter la charte de la francophonie, les principes et les valeurs qu'elle porte. Par conséquent, le non-respect de la souveraineté d'un État membre, en l'occurrence de la RDC, à travers l'occupation illégitime de son territoire par les troupes armées rwandaises, constitue une violation manifeste de la charte de la francophonie, des déclarations de Saint-Boniface et de Bamako. De ces faits, la RDC en appelle à la solidarité des États et gouvernements membres de l'OIF à soutenir sa demande de relocaliser la 46e conférence ministérielle de la francophonie dans l'état du siège de l'OIF, conformément au texte du règlement unique des instances de la francophonie portant procédure de désignation de l'État ou gouvernement hôte de cette organisation, aux valeurs universelles de droit international et aux résolutions adoptées en faveur de la RDC lors du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en octobre 2024 à Paris. Monsieur Doudou Iboula, vous avez suivi attentivement ce reportage. La RDC dit niet, il ne participera pas à la 46e conférence ministérielle de l'OIF. Pourquoi? Parce que la conférence se tiendra sur les sols congolais que le gouvernement congolais qualifie... Sur le sol rwandais? Voilà, le gouvernement sur les sols rwandais que le gouvernement congolais qualifie des pays responsables de tragédies humanitaires et sécuritaires. Votre position par rapport à cette décision du gouvernement congolais? J'aimerais d'abord modifier ce que vous avez dit. Ce n'est pas que la République démocratique du Congo considère le Rwanda comme tel que vous avez dit. Non, le Rwanda s'est manifestement montré agresseur de la RDC. Nous devons faire un effort dans le narratif parce que j'ai compris que parfois même des membres du gouvernement hésitent, qui disent du Rwanda, qui disent que le M23 avec ses supplétifs, non, le Rwanda avec ses supplétifs, non. Le Rwanda et le M23, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Qu'on ne se le cache pas. Donc, c'est clair, le Rwanda nous agresse. Oui. C'est lui les responsables ostensiblement, sans gêne. Oui. Et au vu de tout le monde,
Et ça, c'est clair. Donc, disons-le comme ça, il faut qu'on le dise clairement. Ne faisons pas comme si on était en train d'atténuer une situation dont on doute encore. Ça, c'est un. De deux, je salue la décision de notre gouvernement par l'entremise de Madame la ministre, Bestine Kazadi, que je salue en passant. Mais j'estime que c'est une décision qui vient tard. Et d'ailleurs, c'est une petite décision. Mais je salue. La grande décision que j'attends du gouvernement congolais, même pas maintenant, c'est de quitter la francophonie. Dès lors que le Rwanda s'est permis de postuler à la tête de la francophonie et que les membres de l'OIF ont préféré voter en secrétaire général originaire du Rwanda, c'est une insulte pour la République démocratique du Congo. Voilà des choses pour lesquelles je demande les Congolais de réfléchir. Pourquoi devrions-nous encore attendre? Que gagnons-nous dans la francophonie? On a organisé ici des Jeux de la francophonie qui ont eu un grand enthousiasme. Quelle belle cérémonie d'ouverture! Mais nous sommes en train de faire quoi? La culture d'un pays dont les dirigeants soutiennent ceux qui nous agressent? Attendez, monsieur le journaliste, pour moi, c'est clair et net. Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, il est plus que temps. Hausser le ton et de quitter la francophonie. Mais monsieur Iboula, vous allez quitter la francophonie pour aller où? Le Commonwealth, le Rwanda en fait partie. Est-ce que nous sommes vraiment obligés d'aller quelque part? Nous sommes au Congo, nous devons rester au Congo. On n'en mourra pas. Mais vous avez la langue française comme une de vos langues officielles. Mais tout ça, le Rwanda a tout fait. Le Rwanda a refusé la langue et a quitté les structures. Mais la secrétaire générale de la francophonie est rwandaise. Mais oui, ça c'est maintenant la faiblesse française. Non, non, c'est la faiblesse congolaise plutôt. C'est le Congo qui est le plus grand pays francophone. 4 fois plus grand que la France. Ok? Donc c'est le Congo qui devait montrer sa grandeur. Et pour ça, il faut taper du poing sur la table. Le petit Rwanda, on a menacé seulement de rouvrir le procès au sujet de l'assassinat du président Habyarimana. Le Rwanda directement n'a pas tardé à réagir. Pourquoi ici, chez nous, on doit toujours réfléchir? Nous vivons du français. Qu'est-ce que ça nous donne de parler français? Le foufou ou la chikwang? Attendez, il faut pas qu'on s'amuse avec nous. Pour moi, bravo le gouvernement, mais ce n'est pas suffisant. On doit quitter. On doit quitter, ça c'est le souhait, c'est la décision que soutient M. Doudou Iboula. Mais je reviens sur votre parcours. J'ai encore une petite question qui m'a traversé l'esprit après. Pourquoi pas créer un parti politique pour mieux sensibiliser les jeunes, pour mieux orienter les jeunes, au lieu de continuer à évoluer en solo? Les partis politiques, il y en a presque 1000 dans ce pays. Mais vide de contenu, creux. C'est-à-dire que je deviens ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Mon premier combat, c'est de réduire le nombre de partis à 4. Ça, c'est antidémocratique. Non, c'est-à-dire que tous les partis doivent s'aligner derrière des idéologies. Au lieu que ce soit comme nos partis qui sont identifiés par rapport à des individus. Ici, les partis égale individu. C'est grave. Donc, si vous donnez le nom d'un parti, on va vous dire que c'est telle personne. Bon, je suis vraiment désolé. Pour moi, nous devons rentrer à maximum 4 partis et que tous s'alignent derrière ces idéologies-là. On revient sur les dossiers de la francophonie. Les Rwandais agressent. À peine une sanction contre 2 têtes qui ne sont pas directement liées avec les Rwandais. Si la première est liée au Rwanda, la deuxième certainement pas. Par les États-Unis, l'Union européenne tergiverse pour sanctionner les Rwandais. Ça ne représente rien, les refus du gouvernement congolais de fouler le sol rwandais. Monsieur le journaliste, il y a ce qu'on appelle en relations internationales les facteurs de relations internationales. Donc, des éléments qui concourent aux décisions dont bénéficie un État dans sa politique internationale. Il y a notamment la personnalité de l'homme d'État. Il y a des grandes faiblesses dans le chef de nos gouvernements actuels. Je le dis sans peur et sans honte. Autant que je dis que je soutiens le chef de l'État, je prends le courage et l'amour de lui dire quelles sont les faiblesses qui accompagnent sa politique. C'est quoi ces faiblesses? Notamment l'insuffisance de personnalité. Papa, on ne doit pas blaguer. Vous tapez sur mon fils devant moi.
alors que je suis sûr qu'il n'a rien fait. Je le défends. Il ne faut pas être attentiste. Mais ça, ce ne sont pas ses collaborateurs, c'est le chef lui-même. Le chef a dit pendant la propagande, Nakola Kisa Rwanda wana kikosaka na ba Congolais te punga et Félix Nazali. Escarmouche, c'est devenu le chef peut dire une référence. Mais le soir, il est entouré des gens qui peuvent le décourager. C'est-à-dire qu'il doit s'entourer des conseillers qui sont réalistes, qui doivent comprendre plutôt au départ l'expression de la politique internationale, l'expression diplomatique. Telle notre attitude signifie ceci en relations internationales ou dans le monde diplomatique. Si ces gens-là ne le comprennent pas, ils vont dire, bon, et les Canarons. Mais malheureusement, c'est le chef qui porte la charge. Malheureusement. Voilà pourquoi je parle de la personnalité de l'homme politique, de l'homme d'État. Il ne faudrait pas que nous puissions lésiner avec le moyen de défendre le prestige d'être Congolais. Il y a un prestige avec lequel on ne doit pas jouer. Ça existe encore? Malheureusement, j'ai dit non. Malheureusement. Depuis quand, selon vous? Oh, depuis une vingtaine d'années, les prestiges d'être Congolais n'existent pas. Mais M. Iboula, c'est rassurant de vous suivre, votre détermination. Mais le chef de l'État dit, je vais m'ouvrir. C'est-à-dire, il a promis, après sa dernière rencontre avec les élus, sénateurs et députés nationaux de l'Union sacrée, il a promis un gouvernement d'union nationale, des larges d'union nationale. Une initiative confirmée hier, vendredi, à l'issue du Conseil des ministres. Pour l'instant, la RDC a besoin d'un gouvernement d'union nationale ou d'un gouvernement de crise ou une autre forme de gouvernement qui ne vient pas encore selon vous. Gouvernement de crise ou d'union nationale, dans cette union-là, on sent... S'il recourt à l'union, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une crise, justement. L'union nationale, c'est bien, mais il faut contextualiser. À quel niveau réside la crise? Au niveau politique ou au niveau social? Ou sociologique, ça dépend. Pour moi, c'est au niveau sociologique. C'est toutes les tribus qui se sentent offusquées, frustrées du fait qu'on a beaucoup tribalisé les institutions. Donc c'est ça la crise. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce sont les tribus, ce sont nos provinces, toutes qui doivent se retrouver au gouvernement, pas nécessairement par l'entremise des partis politiques. Les partis politiques, ils ont montré leurs limites. Ici, c'est le peuple congolais dans son entièreté, par le truchement de ces provinces et de ces tribus. Mais comme M. Iboula l'a dit, toutes les provinces se sentent frustrées. C'est comme pour dire le régime est tribal. Indirectement. Il n'y a pas de honte à le dire. Qui ne voit pas que sur 10 nominations, il y a 7 qui sont d'une aire géographique. Je suis désolé que ce soit le cas. Je ne m'attendais pas à ça parce que le président de la République, c'est un Quinois. Mais un Quinois ne connaît pas des tribus. Un Quinois ne connaît pas des tribus. C'est à peine que après l'arrivée de l'AFDL, qu'on a commencé à savoir quitter les Chouaïs, les Moulouba. On n'a jamais connu ça ici à Kinshasa. On a vécu avec des gens dont on ne connaissait même pas les tribus et les provinces. Maintenant, je crois que le chef, par le canal de ses collaborateurs, il devait taper du poing sur la table. Mais bon, ce n'est pas le chef seulement. Quand vous allez dans des cabinets ministériels ou dans des cabinets comme celui du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais on parle comme au village, en patois. Ça signifie qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'on se le dise, qu'on se le cache. C'est ridicule, c'est honteux pour un pays qui se dit démocratique. C'est honteux. Nous sommes au XXIe siècle. Mais il y a aussi on a beaucoup reculé sur ce point-là. Il y a aussi ceux-là qui ne donnent pas la chance au chef de l'État s'agissant de la composition d'un gouvernement des larges unions nationales. De qui voulez-vous parler? Parce que je parle du chef de l'État qui a initié, qui a promis... Non, ceux qui ne veulent pas lui donner la chance. Bien sûr, la plupart, les communs des mortels. Pourquoi? Parce que l'union nationale, c'est-à-dire s'ouvrir envers les autres, envers les opposants. Ceux qui ne font pas partie de sa famille politique. Qui sont ces opposants? Je prends Fayoulou qui dit « Niet, il n'est pas partant ». Je prends Moïse Katumbi qui dit non. Je prends le sursaut national qui dit non. Alors, le gouvernement d'union nationale consistera... Je croyais que vous alliez me dire, je prends l'ICD qui dit tel suicide, tel autre, vous citez justement ces individus. Mais non, vous l'avez dit au début. C'est ça la faiblesse. Vous l'avez dit au début, M. Iboula. C'est-à-dire... Est-ce qu'il Fayoulou a consulté les autres membres de l'ICD? Mais c'est Fayoulou qui représente l'ICD.
C'est Moïse Katumbi qui représente l'ensemble. C'est une personne morale, bien sûr, composée de plusieurs personnes physiques. Il n'a qu'à les consulter. Vous allez voir que ce n'est pas la vie de tout le monde. La politique de la chaise vide ne paye pas. Si Fayulu aime l'État congolais, c'est le moment de soutenir son frère, Tshisekedi, pour qu'ils se battent ensemble pour l'intégrité territoriale qui est menacée, sévèrement menacée. Ceux qui meurent à l'Est, ce sont des Congolais. Et parmi eux, il y a des membres décidés. Donc, Fayulu doit consulter sa base pour qu'il émette un avis qui est celui des Congolais, pas celui qui est l'expression personnelle. L'expression de sa propre haine ou de sa propre colère. Non, mais je suis désolé de le dire comme ça. Est-ce que le fait pour ces acteurs politiques-là de dire non traduit une certaine haine? Attendez. Alors que hier, Fayulu était le premier à initier une rencontre, un dialogue au nom de la paix et du bon fonctionnement des institutions. On disait, il veut le partage du gâteau. Ne prend pas là sa revanche. Évitons les erreurs du passé. Les erreurs qui ont déjà été commises par certaines personnes dans le passé. Une main tendue, on ne la refuse pas. Fayulu se disait être président élu démocratiquement. Alors que la personne qui a organisé les élections, qui aujourd'hui est visiblement le premier opposant de Félix Tshisekedi, a dit implicitement, lors de sa dernière sortie, l'une des rares, la première d'ailleurs, disons, que les élections du décembre 2023 étaient mal organisées, simulacre d'élection. Il confirme implicitement que lui, il a organisé des bonnes élections au cours desquelles Félix Antoine Tshisekedi a été élu président. C'est implicitement. Donc, si Kabila, qui est le plus grand opposant de Félix, dit qu'il a organisé des bonnes élections et que Tshisekedi a été réellement élu, qui est Fayulu pour dire non? Ça, c'est le premier mandat de Tshisekedi. Nous parlons maintenant du contexte actuel. Fayulu, la place qu'il prend en se permettant d'émettre un point de vue, c'est sur base de cette illusion-là d'avoir été élu, alors que Nangra et Kabila, qui étaient à la tête de la République lorsque Félix a eu le premier mandat, disent que Félix a été élu. Donc, tournons la page. Moïse Katumbi l'a dit aussi. Il n'est pas partant. Moïse Katumbi. Du gouvernement d'union nationale. Ça ne le concerne pas. Mais c'est normal. Pour Moïse, c'est normal. Ouais. Pourquoi? Moïse, il doit se reprocher des choses. Les Congolais doivent lui demander des comptes. Comme quoi, par C'est un ancien commerçant devenu gouverneur d'une province dans laquelle il n'a jamais payé des taxes. Il n'est pas un modèle politique. Je suis désolé de le dire ici. Donc il est redevable à la République. À l'État congolais. Il est redevable. En tout cas, je suis désolé. Vous voulez encore citer quelqu'un d'autre? Je continue d'abord avec les têtes qui représentent leur parti politique. Non, ils représentent leur ventre. Mais ce sont eux les gestionnaires. Ce sont eux les responsables. C'est leur boutique, justement. Et voilà pourquoi vous il y a deux aveugles derrière qui disent préso. Après, quand il y a le gâteau à partager, ça se fait en famille. Donc laisse tomber, mon frère. Voilà pourquoi vous avez refusé de se comporter comme aveugle. Voilà. Prenons cette deuxième reportage pour la suite de nos échanges. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très inquiétante. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers blessés. Et le message doit absolument passer clairement. Tout groupe armé, toutes forces armées, tous les alliés de groupes armés et de forces armées, ils n'ont pas un chèque à blanc. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. Et je suis très clair là-dessus. La loi doit être effective. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut attaquer les civils, blesser les gens, tuer les gens, et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et cela, c'est l'application équitable de la loi. Les populations de la République démocratique du Congo sont aussi précieuses que les gens de n'importe où
à travers le monde. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, les gens d'Israël et de la Palestine, les filles et les femmes de l'Afghanistan. Je suis là pour poursuivre avec le président Tshisekedi. J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keïta, et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Je ne peux pas vous coller l'étiquette d'un analyste tranchant. Non, non. Sinon, ça risque d'être resté dans la tête de nos téléspectateurs, mais je laisse la chance, le choix à chaque téléspectateur d'apprécier. C'est depuis 3 ans que Bunagana est occupé et chaque jour des Congolais meurent. Il y a une insécurité totale en Ituri où les gens meurent chaque jour, de toutes les manières, de toutes les façons. Ça fait presque 1 mois bientôt que Goma est occupé. Et depuis quelques semaines, la ville de Bukavu est également occupée. Mais le procureur de la CPI promet de faire de la RDC un pays où il fait beau vivre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la CPI, selon vous, M. Iboula? Aujourd'hui, rien du tout. R-I-E-N. Comment ça? J'aime beaucoup le théâtre international. J'ai fait des études de relations internationales au départ, avant de me lancer autre chose dans la vie. Le théâtre international, je ne comprends pas. Aider nos téléspectateurs ce que les gens appellent communauté internationale, par exemple. C'est ça le théâtre international. Nous, on appelle ça société internationale. Nous, les vrais internationalistes, c'est la société internationale. Ça veut dire que c'est un groupe où il n'y a que des intérêts qui priment. Les financiers de cette fameuse cour, ce sont les financiers du M23 et du Rwanda. Qui sont ces financiers? L'Occident. L'Occident est vaste. La France, la Belgique, l'Angleterre, la Pologne. Hier encore, il y a le petit pays là qui a refusé le Luxembourg. Le Luxembourg. Oui, vous l'appelez petit, mais il vous bloque. Mais la petitesse, c'est dans la taille. La grandeur, c'est dans les actions. Voilà. C'est ce qui nous manque justement, les actions. Nous sommes un pays qui a été détruit systématiquement. Et c'est comme si ceux qui ont juste après eu le pouvoir ne se sont pas rendus compte de cela, ou ont négligé un élément. Ils veulent se ressaisir un peu en retard. C'est-à-dire que lorsque Kabila cède le pouvoir à Félix Tshisekedi, la première des choses à faire, c'était de refaire la pays en international. C'est-à-dire lui donner une force qui peut faire qu'en international, il soit respecté. Le temps de voyage du chef de l'État, c'était pour ça? C'était pour chercher la force économique. S'il avait cherché la force militaire, aujourd'hui, on serait respecté. Il devait se servir de la puissance économique des ressources pour acquérir la force militaire. Mais 6 ans après, toujours pas de résultats, c'est négatif. Non, c'est pas négatif. Pourtant, vous continuez à les soutenir. Non, non, c'est pas. Je crois en l'homme parce qu'il a les soucis très grands. Il voit plus l'Afrique. C'est un panafricaniste, un vrai panafricaniste, Félix Tshisekedi. Malheureusement, il est entouré des vautours qui voient seulement leur ventre. Ils veulent se mettre au service de ceux qui les ont soutenus. Donc l'Occident, toujours. Vous avez vu plusieurs révélations de ceux qui ont dirigé l'Afrique. Vous avez vu l'ancien président du Cameroun, ce qu'il a dit. Il regrette d'avoir alimenté les comptes des dirigeants occidentaux alors qu'ils pouvaient servir son peuple. Ceux qui l'ont lâché après. Donc c'est ça l'Afrique. Tshisekedi, en prenant le pouvoir, il s'est dit, je vais stimuler ces gens à ce que nous nous mettions ensemble pour que, gagnant-gagnant, nos peuples se sentent des peuples dignement servis. Malheureusement, aujourd'hui, donne à gauche, il s'étonne que le matin, à droite, on frappe. Et du coup, il est sur plusieurs fronts. C'est ça qui a fait que nous ne puissions pas recouvrer la puissance dont nous avons besoin pour que notre pays soit respecté et que lorsque nos partenaires internationaux prennent des décisions, qu'ils nous prennent au sérieux. Mais là, ils savent qu'ils peuvent nous balloter.
Nous sommes vraiment vulnérables. C'est regrettable. Donc, ce que fait le procureur, c'est juste un scénario pour nous distraire. Et ce n'est pas le premier du genre. Mais curieusement, il a été invité par les chefs de l'État, par le gouvernement, première chose. Deuxième chose, il y a 30 ans. Deuxième chose, meurent chaque jour. Heureusement que vous l'avez dit. Et la CPI existait avant ces 30 ans. Mais malheureusement aussi, c'est auprès de ces détracteurs-là que Félix et ses ressources. C'est ça la faiblesse. Il court derrière la France. C'est ça la faiblesse de la gouvernance du Congo actuel. C'est-à-dire que vous allez auprès de ceux qui vous veulent du mal pour chercher la solution. Ils vont vous berner. Et si vous suivez mes propos à travers les médias congolais, je suis passé sur plusieurs chaînes les 4 dernières années. Je peux constituer l'un des meilleurs conseillers du chef, malheureusement, comme je ne suis pas dans son cabinet. Les vautours ne vous permettront pas. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est donner des avis qui peuvent aider mon pays à avoir, même demain, des gens qui pourront réfléchir et agir pour des résultats différents pour un Congo grand, réellement grand. Peut-être avant de prendre notre dernier sujet, c'est-à-dire l'appel de Martin Fayoulou, et si on vous demandait de prodiguer un conseil au chef de l'État pour sortir de cette crise permanente 6 ans après son accession au pouvoir, en attendant qu'on prenne... Les mots sont simples et clairs. Il doit tourner le dos à l'Occident. Le problème du chef d'État, il souffle au chaud et au froid. C'est-à-dire qu'un peu il est avec la Russie, un peu avec la Chine, un peu avec les États-Unis, un peu avec la France. Mais non. Il doit avoir une position. Il doit rejoindre l'attitude des gens du Sahel. Courageusement. Ce sont des militaires. Au prix de sa vie. Ils sont des militaires. Vous envoyez un civil prendre l'attitude, l'engagement d'un militaire. Dès que vous devenez chef d'État, vous êtes un militaire. C'est le commandant suprême des forces armées. Au prix de sa vie, il doit décider de tourner à l'Occident. Ça, c'est le conseil de l'analyste et non révolutionnaire de Diboula. Prenons ces derniers reportages. Notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. Une tête qui vous déplaît, mais malheureusement, c'est avec cette tête-là qu'on chute. Et la tête appelle à la cohésion nationale. Pour lui, il est plus que temps de se réveiller pour sauver la patrie. C'est valable. Il est plus que temps de parler du Congo que de parler de sa position politique, que de parler des élections qu'on prétend avoir gagnées. Là, il ne parle pas élection, il parle patrie. Pour qu'il parle patrie, il doit rejoindre le bateau, accepter l'appel du chef. Il n'a qu'un seul chef, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, il n'y en a pas deux. Quand il vous appelle, même si sa tête ne vous plaît pas, parce que vous prétendez avoir gagné des élections qu'on vous a volées, maintenant, on ne parle pas élection, on parle intégrité territoriale. Le chef appelle, corrigeons ce qu'il y a à corriger. Regardons-nous dans les yeux, disons, monsieur Félix, vous avez peut-être mal géré jusque-là, mais parce que le pays est en train de se mourir, nous venons, voici les conditions, mettez-nous dans telles conditions pour que nous puissions travailler main dans la main et recouvrir plutôt l'intégrité territoriale de ces
nation qui nous est chère. Mais apparemment, M. Boula, vous êtes fanatique du chef de l'État parce que le chef de l'État qui a lancé ces messages-là n'a pas encore posé un acte concret. Je suis fanatique de la personne à qui je dis qu'il a des faiblesses, et la première des faiblesses, c'est sa bonté. Il est trop bon, inutilement. Je reviens sur ma question. Il n'y a pas encore un acte concret par rapport à l'appel. Je me souviens, il y a peu, le chef de l'État avait initié des consultations qu'il a reçues. Il a reçu des têtes, il a reçu Moïse Katumbi, il a reçu différents partis politiques, des structures de la société civile pour donner les go aux consultations. Pourquoi pas faire autant maintenant, surtout que la situation est plus grave que celle d'hier? Le chef a pris parole pour dire que je veux un gouvernement de l'argent national. Et vendredi, il a donné des instructions claires à son conseiller spécial en matière de sécurité d'initier des consultations. Ce n'est qu'à l'issue de ces consultations-là que nous saurons qui sont prenants parmi les acteurs. Mais avant que cela n'arrive, ils ont commencé à se prononcer l'un après l'autre. Nous ne sommes pas prenants. Et puis l'autre qui sort du silence éternel pour nous affirmer que lui, c'est lui le père de l'AFC. Il y a quelqu'un qui est sorti de son silence éternel, c'est qui? Joseph Kabila qui affirme implicitement... C'est un sénateur à vie, un chef de l'État honoraire. Je n'aime pas trop les titres, c'est pas important. Ce que j'ai constaté dans son discours, qu'il a implicitement affirmé que Tshisekedi a gagné les élections en 2018, qu'il a affirmé implicitement qu'il est le parrain de l'AFC et du M23, qu'il soutient. Ça, c'est ce que vous avez retenu ou compris de ce... Il a parlé en français facile. Il a parlé en français facile. Tout le monde qui a fait des bonnes études a compris que Kabila a affirmé que le M23 est dans la légalité et dans la légitimité en même temps de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que Kabila affirme que les Congolais peuvent mourir parce que lui n'a pas le pouvoir. Donc c'est bon. Il y a de ceux-là qui n'ont pas fait des bonnes études comme moi, qui pensent que Kabila avait raison en disant que la solution au problème de l'Est n'est pas seulement militaire. Cher frère, la solution au problème de l'Est est d'abord militaire. D'abord et ensuite? C'est-à-dire, il y a un complément? Oui, mais d'abord militaire. C'est-à-dire que si l'armée congolaise n'était pas infestée et infiltrée, qu'elle soit suffisamment forte, personne n'oserait se permettre ce qui se passe. Donc la solution est premièrement militaire. Mais parce que la vérité existe depuis toujours. C'est le temps de faire la diplomatie pour que, par le truchement de la force dont on disposerait, qu'on dise, attendez, personne ne va oser toucher à nos frontières. Qui va toucher aux frontières d'Israël? L'Israël de l'Afrique, c'est peut-être le Rwanda. Parce que ça vient de vous. Je suis désolé, parce que sinon, la communauté internationale arme un petit pays pour nous attaquer, parce qu'on sait que par le truchement de cette attaque, chacun va se servir de nos richesses comme il veut. Donc c'est ça le problème de départ. Mais pour qu'on n'en arrive pas là, il faudrait dans les coulisses qu'on ait réussi à se faire grand. Donc 6 ans pour durant, ça, il faut avoir des nerfs solides. 6 ans durant, Tshisekedi n'a pas pu faire ça. Tshisekedi est dans la dynamique, dans la vision d'un panafricaniste pacifiste. Vous savez que la plus grande faiblesse de Félix Tshisekedi, c'est d'être trop bon. Et j'ajoute inutilement trop bon. C'est l'heure pour lui de commencer par sanctionner en interne. Vous détournez l'argent de la guerre, vous êtes général, on vous pend en public. Vous êtes ministre, vous avez volé l'argent de la République, on vous pend. S'il arrive à prendre 4 autorités civiles et militaires qui ont volé, vous allez voir comment les gens vont changer. La même communauté internationale s'élèvera. On s'en fout. On a essayé avec le Chegué, mais la pression a fait changer les choses. Même le chef de l'État a changé de version. Est-ce que dans leur pays, ces sanctions n'existent pas? Vous blaguez d'être traité dans un pays comme les États-Unis ou en Chine? Vous faites la prison. Non, on vous tue. Ici, le chef de l'État... Pas par pendaison. En tout cas, on vous tue par pendaison ou par fusillade. Pour donner l'exemple, chez nous, la traîtrise est apparemment supportée. Mais on devait avoir horreur de ce genre d'attitude. Quelqu'un qui bouffe le salaire des militaires qui sont au front. On le laisse se promener librement. C'est gravissime. Mais avant de parler des valeurs de ces salaires des militaires, on termine par là. Parler aussi, évoquer aussi les cas de l'injustice sociale. Un militaire qui meurt au front pour $100 et un député national qui dort pour $26 000. Ça, vous n'en parlez pas? Non, mais voilà pourquoi je dis qu'on doit faire les choses autrement. Au lieu d'applaudir les partis politiques qui, au finish, n'envoient qu'un groupuscule de gens membres de familles
ou d'amis à l'Assemblée nationale pour se servir seulement. Il faut maintenant avoir des personnalités qui réfléchissent, qui voient le pays autrement. Si nous étions comme en Chine, on dit que pour être député, vous devez avoir par exemple 65 ans et qu'au départ, vous devez avoir déjà fait au moins 5 ans d'études universitaires, que vous ayez atteint un seuil de niveau dans l'administration, mais que vous n'aurez presque pas de salaire, mais vous devez orienter les lois de la République dans l'intérêt de l'avenir pour un développement durable. Mais vous allez voir comment on va changer les choses. Mais lorsque ce sont les députés qui doivent décider sur la loi électorale prochaine, ils la font sur mesure pour qu'ils reviennent au Parlement. Et il y a des gens qui ont fait des études de députologie, apparemment, depuis 12, 15, 20 ans, ils sont toujours députés. Malheureusement, nous courons derrière les temps. La télé, si ça ne dépendait que de ces plateaux de la page rétrospective, on devait continuer, ou on allait continuer avec l'analyste Doudou Iboula, qui est notre invité, mais nous espérons l'avoir prochainement pour continuer les débats. Et si on donnait 1 minute à M. Doudou Iboula? Merci pour la minute de la fin qui me permet de soutenir les FARDC et son commandant suprême, le chef de l'État. En tout cas, je soutiens encore, je crois en lui. Je crois qu'un jour, il finira par se réveiller, comme c'était le cas lorsqu'il a décidé le divorce FCC Cash, qui prenne le courage de dire non à l'Occident, non à la francophonie, non aux prédateurs nationaux, non aux prédateurs internationaux, mais surtout à vous, peuple congolais. Soyons unis. Maintenant, arrêtons les disputes internes, soutenons nos mains dans la main pour dire non au Rwanda, non à l'Occident qui est en train de chercher à nous esclavagiser. Et merci d'être des vrais Congolais. Merci d'oublier qu'on a faim. Il faut éviter qu'on ait définitivement faim. La faim, elle peut passer, mais la famine, elle peut perdurer. Merci beaucoup. C'est sur cette note, sur ce message ou appel patriotique de Doudou Iboula, qui était notre invité de la page rétrospective, que nous mettons fin à ces numéros. Suivez-nous en rediffusion lundi à 6h30. En attendant, restez branchés sur le reflet de Kinshasa.